retour dans l'Africa Newsroom. Malika Daoudatal et Jean-Marie Bitomo, nos éditorialistes, sont toujours avec nous. Et l'opposition burundaise s'interroge sur les résolutions du mini-sommet de la communauté est-africaine qui s'est tenu ce lundi 6 juillet en Tanzanie. Aucune sanction concrète n'a été prise, mais de nouvelles recommandations ont été annoncées. Parmi elles, le report de l'élection présidentielle du 15 au 30 juillet. Le point avec ce sujet de Lizelsi Akizimana. Les résolutions du sommet de l'EAC, la communauté est-africaine, ne satisfont pas l'opposition burundaise. Le mini-sommet qui s'est tenu lundi 6 juillet à Dar es Salaam en Tanzanie s'est encore penché sur la crise burundaise. Seuls 2 présidents sur les 5 qui composent la communauté étaient présents à cette rencontre, tandis que les autres ont été représentés par les ministres des Affaires étrangères. Un sommet qui n'a apporté aucune mesure concrète aux yeux de l'opposition burundaise. Ce sommet n'a rien dit à propos des élections du 29 juin. Premier handicap. Deuxième handicap, c'est qu'il est dit dans ce communiqué que le président de la République qui serait issu de ces élections du 30 juillet formerait un gouvernement d'union nationale qui comprendrait ce qui aurait été aux élections et ce qui n'aurait pas été aux élections. La question qui se pose est les législatives et les conseils communaux. Donc l'Assemblée nationale va être composée comment? Les mesures phares de ces résolutions sont la désignation du président ougandais Yoweri Museveni pour assurer le dialogue entre l'opposition et le pouvoir, mais aussi le report de la présidentielle prévu le 15 juillet au 30 juillet. Le sommet qui s'est passé à Dar es Salaam n'est pas complètement un échec. Il y a le médiateur Museveni, qui est le président ougandais et en même temps président de l'initiative régionale, qui sera le médiateur entre les Burundais, l'opposition et le pouvoir. Deuxièmement, c'est qu'il y a aussi une équipe qui sera désignée pour une équipe militaire pour surveiller, regarder s'il n'y a pas des milices qui sont armées au Burundi et aussi la présence des FDLR au Burundi. Pour l'heure, le gouvernement burundais ne s'est pas prononcé par rapport à ces résolutions du sommet de l'EAC du 6 juillet, mais une équipe de la Commission électorale nationale indépendante, des représentants des ministères impliqués dans les élections et quelques représentants des autorités burundaises travaillent ensemble afin de publier un communiqué conjoint en réponse à ces résolutions. Malik, il faut rappeler que lors du précédent sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est, des recommandations avaient été prises, elles n'ont pas été respectées par le pouvoir. Un nouveau sommet et toujours pas de sanctions, mais encore des nouvelles recommandations. Oui, on se demande jusqu'où on va aller. Le problème, c'est qu'on est face à un pouvoir qui semble autiste et qui ne veut pas comprendre que justement, il est pleinement responsable, excusez-moi, de la situation au Burundi. Maintenant, on sait toujours qu'il y a eu cette question du 3e mandat qui a provoqué cette situation. Moi, je suis pas optimiste parce que je sais que au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Est, on a par exemple le président Museveni qui est un habitué des mandats présidentiels et c'est pas lui qui va remettre en question la volonté de Pierre Nkurunziza de poursuivre encore d'autres mandats. Maintenant, je partage l'avis, la préoccupation de l'opposition. Ça sert à quoi de participer à des élections si la sécurité n'est pas revenue? Et comment vous voulez mobiliser le peuple qui a déjà subi une certaine forme de répression depuis les événements qu'on a connus? Impossible dans ce cadre d'organiser des élections de nature pacifique. Donc là, encore une fois, Pierre Nkurunziza essaye d'entretenir encore le flou et de maintenir une situation difficile. Je pense que d'ores et déjà, comme je l'ai souligné ici, il a déjà gagné son prochain mandat présidentiel parce qu'il arrivera à mobiliser ses troupes, parce que l'opposition et une grande partie de la population a peur de voter à son encontre. Alors Daouda, je voudrais revenir sur le poids et la valeur de l'East Africa Community qui a quand même du mal à faire valoir son poids diplomatique dans la sous-région. Oui, effectivement, Amira, et puis Malik l'a rappelé, on est quand même en présence d'une communauté régionale dont un certain nombre de présidents durent au pouvoir. Donc, ce qui fait que, ou durent, ou alors on leur prête l'intention de vouloir modifier la Constitution. Paul Kagame. Hein. Donc, ce qui est difficile, en effet, pour eux, de pouvoir assurer le leadership qu'il faut pour au moins faire un communiqué en disant, écoutez, vous n'avez pas le droit de vous présenter selon les accords d'Arusha, etc. Mais ça, encore, c'est pas explicite. Ils se réunissent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, j'aurais aimé voir le même scénario qui s'est déroulé
au sein de la CEDEAO, quand la crise a éclaté au Burkina Faso, où les chefs d'État ont quand même donné leur position, mandaté un groupe de contact, en l'occurrence le président Macky Sall, pour donner la position de la communauté régionale. Au moins, ça peut influencer, si ça n'influence pas le président, ça peut influencer l'opposition ou alors la société civile. En tout cas, je pense qu'une communauté régionale sert quand même à prendre position dans ces cas de figure-là. Alors Jean-Marie, très rapidement, peut-être revenir sur les 15 jours de report. On a du mal à savoir où est-ce que ça peut mener. On a du mal justement à se fixer, si vous voulez, sur les décisions qui sont prises par nos chefs d'État en Afrique. On a du mal à se fixer là-dessus parce que ce sont toujours des décisions qui sont mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire on n'arrive pas à prendre position. Nous parlons toujours de démocratie sur ce plateau. La moindre des choses, c'est de prendre des décisions qui soient contraignantes. Contraignantes, ça voudrait dire quoi? Pas qu'on va, on va aller manu militari à enlever un président, c'est-à-dire à la tête de son État. Mais les pressions diplomatiques, c'est-à-dire on a qu'à mettre ces pays-là en quarantaine. Dès l'instant, on parle, comment dire, de l'Union africaine. L'Union africaine, que fait-elle? De mon point de vue, l'Afrique, c'est-à-dire a besoin, nous avons un besoin criard, c'est-à-dire de pouvoir progresser. Donc, essayons, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des démocraties développées pour à chaque fois, si vous voulez, tourner en rond, pouvoir jouer la diplomatie à fond. Ce n'est pas possible. Dans nos États africains, il faudrait être beaucoup plus clair. Et au Gabon, le président a promulgué le nouveau code minier qui a été adopté récemment. Et la particularité de ce nouveau document est qu'il permet à l'État d'obtenir gratuitement 10% des parts sur chaque projet. L'objectif étant de garantir les intérêts de l'État gabonais tout en protégeant l'investissement étranger. On fait le point avec ce sujet d'Emmanuel Milimono. L'État du Gabon devient un acteur clé dans l'exploitation de ses ressources minières avec des droits de participation dans le capital de chaque société. C'est ce que stipule le nouveau code minier qui a été adopté et publié dans le journal officiel le 29 mai 2015. Il permet à l'État d'obtenir désormais 10% sur tous les projets et cela gratuitement. Ce code vise à trouver un équilibre entre les intérêts de l'État et ceux des opérateurs miniers. Le code minier a été construit de façon à attirer les investisseurs. Donc le fait que l'État dispose désormais de 10%, c'est quelque chose que l'on observe dans la plupart des pays miniers. Il est fait de telle sorte que les pays disposent désormais de compagnies minières et des compagnies de prise de participation auxquelles les sociétés minières en phase d'exploitation et en phase d'exploration sont tenues de céder une partie. Donc nous sommes alignés sur les standards qui sont appliqués aujourd'hui. Outre le fait de moderniser le secteur minier, ce texte permettra de le rendre plus concurrentiel et davantage attractif pour les investisseurs étrangers, notamment sur les questions de transparence, de protection des investissements et des exonérations. Il prend également en compte l'implication beaucoup plus active des entreprises minières dans l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans leur zone d'activité ainsi que la préservation des écosystèmes. Ça va dans le sens de la consolidation des ressources que l'État tire du secteur minier, d'une part, et ça va aussi dans l'élargissement de l'assiette de participation de l'État dans le secteur. Ce qui est intéressant pour les investisseurs, par contre, dans ce code minier, c'est qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Ce nouveau code minier permet également à l'État gabonais d'augmenter sa participation jusqu'à 35% en négociant le prix d'achat de 25% supplémentaires. Il contient une disposition qui concerne l'encadrement des exploitants traditionnels à travers la délivrance d'une carte d'exploitation artisanale dite carte expert. Des spécialistes estiment qu'il permet aux opérateurs miniers de travailler dans un environnement plus clair. Jean-Marie, le Gabon repense son code. D'autres pays sont en train de faire la même chose. J'ai envie de dire, il était temps. Il était temps, Mira, mais pour moi, c'est très, très insuffisant. Comme je l'ai dit souvent sur ce plateau, la logique de l'économie internationale a obligé les économies africaines à penser de la manière suivante, c'est que c'est le capital qui est plus important. Comment voulez-vous que vous amenez des capitaux extérieurs pour investir dans votre économie? Et vous réclamez combien? Vous réclamez 10% là-dedans? C'est la raison pour laquelle je me dis ici, là, il va falloir revoir, si vous voulez, la surévaluation qu'on fait du capital financier par rapport, comment dirais-je, aux ressources naturelles des États. Qu'on ne nous fasse pas croire que c'est le capital financier qui est le plus important. Sans ça, rien ne peut se faire. Je peux aussi inverser, si vous voulez, la logique et leur dire que sans les matières premières, vous investissez votre capital où? Donc là, essayons quand même de
de prêcher pour que les États africains, c'est-à-dire puissent sauvegarder les intérêts de l'État. Chaque chef d'État, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Chaque chef d'État se dit, bon, oui, je veux faire ça pour que ma population me regarde très très bien, qu'on vote pour moi aux prochaines élections parce que j'ai apporté telle ou telle chose. Mais on oublie quelque part qu'on est en train, comment dirais-je, l'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique est appauvrie. Appauvrie par quoi? Par les stratégies de développement qui sont mises en place par les propres Africains eux-mêmes. Comment pouvez-vous accepter que, parce qu'on vous amène du capital, on vous 10% là-dessus, vous êtes content. On vous dit que oui, vous voyez, les investisseurs internationaux seront bien attirés là-dessus, parce qu'on nous a mis dans notre logiciel économique, oui, le capital financier, bon, c'est ça qui prime. Le reste, bon, on vous apporte des finances de l'extérieur, vous leur donnez tout, et c'est tant mieux. Daouda, on l'a vu, Jean-Marie est particulièrement fâché. C'est vrai que ce nouveau code minier était censé rééquilibrer les rapports entre nos États et les grandes multinationales, mais 10%, est-ce que c'est vraiment cela qui va rééquilibrer ces rapports? 10%, c'est vrai que c'est pas beaucoup pour un État. Maintenant, il faut voir les choses dans le sens d'une avancée, apparemment, parce que ce code minier datait d'il y a une quinzaine d'années. 2001. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, peut-être que, bon, Jean-Marie a raison, mais je vais apporter un petit peu d'eau dans le vin, on va dire, entre guillemets. Bon, disons, il y a une avancée à ce niveau-là. Maintenant, il faudrait parfaire petit à petit. Mais la principale difficulté, Amira, c'est aussi que quand vous ne savez pas la valeur des réserves minières que vous avez dans votre sous-sol, c'est très difficile de négocier quoi que ce soit. Et c'est le cas de la quasi-totalité des pays africains. Quel est le pays qui est capable de dire de manière autonome, j'ai estimé la valeur des mines dans mon sous-sol? En général, c'est des sociétés d'exploration qui viennent, qui cherchent. C'est des contrats comme ça. Et donc, quand ils vous disent on a trouvé ça, vous êtes obligé de vous caler là-dessus. En plus, il y a d'autres raisons liées aux cours mondiaux, etc. Là-dessus, l'Afrique ne maîtrise pas. L'Afrique, c'est que 2% du commerce mondial. Donc, tout ça fait que c'est très difficile de pouvoir négocier à ce niveau-là. Mais bon, une participation jusqu'à 35%, espérons quand même que l'État puisse prendre des participations à cette hauteur-là, sinon plus. Parce que Malik, il faut le rappeler, c'est très délicat d'attirer les investisseurs étrangers tout en durcissant les conditions fiscales. Oui, certes, mais moi j'ai une position claire là-dessus. Je pense que, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, si le pays est en mesure d'exploiter ses propres réserves via une société nationale, c'est la meilleure des solutions. Quand on veut, Daouda parlait justement de la faiblesse de participation des États africains dans le commerce international. Mais pourquoi pas justement permettre aux États africains d'avoir leurs propres entreprises, d'exploiter, de transformer leurs richesses et justement davantage exporter et de participer à l'économie mondiale. Moi c'est comme ça que je le vois. Je ne suis pas un expert sur la question, mais quand on regarde les réserves de Gabon, certes, il est difficile de faire des estimations des réserves du Gabon, mais on sait très bien que c'est l'un des pays qui a les plus importantes réserves de manganèse, par exemple, et des importantes réserves en cuivre. Donc le Gabon doit savoir qu'il est en position de force face aux multinationales qui viennent chez lui. Il ne faut pas qu'il soit dans cette position de faiblesse et accepter justement de ne participer qu'à hauteur de 10% ou de consentir telle ou telle mesure fiscale qui serait trop avantageuse pour les sociétés multinationales. Donc là, l'État gabonais, je pense, doit revenir au capital. C'est pas évident, mais doit au moins avoir une plus forte participation dans les entreprises étrangères. On va passer au chiffre du jour, 1,15 milliard d'euros. C'est ce qu'a approuvé l'Union européenne. C'est ce qu'elle va verser à l'Afrique de l'Ouest jusqu'en 2020. C'est pratiquement le double de l'aide précédemment octroyée à cette région. Jean-Marie, je me tourne vers vous. Que vous inspire ce chiffre ? Le chiffre, c'est que tout simplement, ça montre encore une fois la compétitivité de l'Afrique à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est le continent sur lequel vous placez vos capitaux, vous avez la plus haute rentabilité possible imaginable, le retour sur investissement, c'est-à-dire le plus élevé. Donc ce n'est que le mouvement naturel, ce sont que des mouvements économiques naturels. Donc quand cet argent-là se place en Afrique, c'est tout simplement parce que les investisseurs qui y vont, que ce soit des investisseurs publics, privés, savent que le retour sur investissement est assuré et pratiquement sur le long
terme, parce que, bon, pour revenir à ce que Daouda disait tout à l'heure, le 10% dont il me parle, il ne faut pas oublier une chose, Daouda, ce sont des concessions qui sont sciées sur le long terme. On n'est pas sur le court terme là-dessus. Donc, quel que soit l'investissement, c'est-à-dire en capital Jean-Marie, il est resté sur les 10% du code minier, il n'a pas avalé. Hein. Quels que soient les investissements en capital fixe qui ont été effectués dès le départ, ce sont des longues concessions qui jouent sur des fois jusqu'à 50 ans. Donc, on a le temps d'avoir le retour sur investissement, alors que nous, en Afrique, on a des besoins qui sont immédiats. Malik, vous voulez bien vous réagir à mon chiffre? Oui, avec plaisir. Oui. Je répète. Jean-Marie l'a souligné que c'était une zone dynamique sur le plan économique et que l'investissement qui est fait par l'accord, l'aide qui est faite par l'Union européenne n'est pas une aide désintéressée, bien évidemment. Je pense qu'elle y voit aussi un avantage certain puisqu'elle sait que nous sommes dans une zone de forte croissance et que plus elle aide cette région, plus elle espère justement être davantage privilégiée sur les marchés de ces pays. Donc je pense que c'est charité bien ordonnée, comment ça soit même, c'est un peu cela. Daouda? Oui, Amira, bon, moi je ne vais pas revenir sur le débat de tout à l'heure, mais sur le chiffre du jour, justement, je pense quand même que voilà, c'est même pas de l'aide, c'est quelque chose qu'on ne doit pas appeler aide publique au développement, puisqu'il y a des conditionnalités. Aujourd'hui, le pays qui va imposer, qui va vouloir fermer ses frontières aux produits de l'Union européenne ne touchera pas cet argent, il faut le dire, c'est une réalité. Cette aide publique au développement, c'est la programmation du Fonds européen de développement, qui est l'instrument qui finance les pays ACP. Et c'est l'enveloppe, dans l'enveloppe globale du FED, qui est réservée à l'Afrique de l'Ouest, qui va servir à financer la paix, la sécurité, l'intégration régionale et le développement. Pour moi, même si le montant a été doublé, ça reste peu, étant donné que les efforts que les États africains font sont beaucoup plus importants. Les bateaux européens viennent pêcher dans nos côtes, il y a un certain nombre d'ouvertures des marchés et tout ça. J'espère que ce n'est pas quelque chose que l'on donne en récompense de la signature des APE, je l'espère en tout cas. Merci Daouda d'avoir été avec nous. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci à vous également Malik. Merci Amira, toujours un plaisir d'être parmi vous. Et merci à vous également Jean-Marie. Merci Amira, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est donc la fin de cette émission, vous l'aurez compris, mais l'Africa News ce n'est pas fini. On se retrouve demain, toujours en cette semaine spéciale Rwanda. À très vite.